Bonjour à Bonjour. tous, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à ce cycle Un jour, une start-up organisé par le Hub Francia. Vous savez que le Hub Francia est une association à but non lucratif qui a été créée il y a 3 ans pour aider ses membres à utiliser au mieux tout le potentiel de l'IA. Donc, on fait vraiment beaucoup d'IA appliquée. Et l'autre point important au Hub, c'est l'inscription de l'IA française à l'échelle européenne. Donc, on a énormément de partenariats aussi en Europe. Le cycle Un jour, une start-up, c'était une idée du confinement où on s'est dit comment on peut propulser les startups du Hub dans ce nouveau contexte. Et ça s'est transformé en ce cycle de conférences et de webinars où on présente les startups et des cas d'application très concrets d'utilisation de l'IA. Donc, ce sont autant de moments où vous pouvez, vous et vos collaborateurs et collègues, vous former à l'IA. Et donc, aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Evolukid, qui est une start-up EdTech, spécialisée donc dans la vulgarisation de contenus technologiques à destination de tous les publics. Rabat nous disait, c'est de la maternelle à l'EHPAD. Et donc, depuis 2018, Evolukid met à disposition des contenus éducatifs de toutes sortes et des parcours tournés vers les entreprises qui permettent surtout de démystifier l'IA. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous Rabat Atik, cofondateur et CEO d'Evolukid, qui va nous emmener dans cette démystification de l'IA. Juste un petit aspect pratique, vous avez dans le Livestorm un onglet pour vos questions que vous pouvez poser en continu à Rabat, qui, je crois, a prévu un webinaire très interactif. Voilà. À Rabat, à toi la parole. Bonjour, merci beaucoup Gaël. Je suis donc très heureux de vous rejoindre aujourd'hui. Ça va être un webinaire qui va être assez riche en contenu. Je vais montrer beaucoup de choses. Je remercie le Hub Francia du coup pour l'organisation de cet événement. Merci beaucoup Gaël pour ton accueil. Et du coup, on est parti sur un webinaire d'une heure que je fais d'habitude en plus de temps. Donc, je vais parler un petit peu vite. Des fois, je tape dans ma main, je parle assez fort. Essayez de rester vigilant en 1 heure. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Et justement, c'est un thème qui est complexe et qu'on va essayer de vulgariser. On entend parler d'intelligence artificielle à toutes les sauces dans les médias. Ça a l'air d'être un sujet hyper complexe. On parle d'algorithmes, on parle d'entraînement, on parle de choses comme de prédiction. Alors, il paraît qu'il y a aussi des statistiques dedans, il y a des mathématiques, il y a des métiers comme les data scientists, comme le métier de data scientist. L'idée, c'est de revenir à l'essentiel. En fait, on va essayer de définir c'est quoi une IA. Beaucoup d'intellectuels l'ont déjà fait dans des rapports. Hein. On peut regarder le rapport de Cédric Villani qui a dit que l'IA, en fait, c'est pouvoir donner des tâches qui sont normalement réservées aux êtres humains, donc à des machines ou à des systèmes. Et donc, nous, on va s'intéresser à comment permettre à vos collaborateurs de démystifier l'IA. Je vous donne le plan. Le plan, je vais parler d'Evolukid. Il faut que je me présente pour que vous compreniez un petit peu qui je suis, quelle est la dynamique, pourquoi finalement je suis ici devant vous. Et puis donc, pourquoi j'ai fondé Evolukid, ça va prendre 15 minutes. On va situer justement le sujet par rapport aux entreprises. C'est important de comprendre quelle est la dynamique, quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques qui se posent en entreprise. Et on va rentrer dans notre petit cours de vulgarisation en 30 minutes compressé, à l'issue duquel je ferai une démo. Petite démo simple pour expliquer quelque chose d'essentiel, de super important, de fondamental dans l'IA et qui est un petit peu notre ennemi en commun dans l'IA, c'est le biais. D'accord ? Je vais illustrer le biais avec des outils simples et vous allez voir qu'en fait, on n'a pas besoin de coder. Je ne vais pas sortir une ligne de code et que du coup, l'IA, ça peut s'expliquer avec des outils appropriés que vous pourrez réutiliser avec vos collaborateurs, avec vos enfants, etc. Évidemment, des outils sans code qui sont faciles d'accès. Alors pourquoi ? Parce que l'IA, eh bien, avant de coder l'IA, il faut comprendre les concepts sous-jacents de l'IA et on est là pour ça. Donc du coup, amener l'IA dans l'entreprise et après, à la fin, le parcours, qu'est-ce qu'il y a ? Comme l'a dit Gaël, on a un parcours. On crée des parcours. Notre métier, c'est la création de contenu et on a pensé à faire des parcours propres pour les collaborateurs. Donc alors, du coup,
Là, je suis dans la première de mes 4 parties, introduction et présentation d'Evolukid. Je suis dans l'introduction actuellement en vous parlant. Donc, bonjour à tous, bonjour Mohamed, bonjour Laurent, bonjour Joseph, bonjour Karine, bonjour Reda, merci d'être là. On est parti, je présente donc Evolukid. Alors, Evolukid, qu'est-ce que c'est? C'est une start-up EdTech qui fondée par 2 frères. Donc, mon frère, lui est prof, moi je suis ingé, donc j'ai un cursus d'ingé. J'étais consultant pendant une dizaine d'années et vraiment ce qui me passionne maintenant, c'est l'éducation, la pédagogie, la transmission du savoir de 7 à 77 ans et même de 4 à 7 ans puisqu'on crée des contenus par enfant. Donc, on se qualifie, on se définit comme des créateurs de contenus et des animateurs d'ateliers. En bref, donc on est 10 personnes, on est basé à Nanterre dans le 92, 50 formateurs, on travaille avec des formateurs qui sont sous tous les statuts avec nous, qui travaillent régulièrement, qu'on forme à notre pédagogie, plus de 500 interventions, plus de 50 000 personnes touchées avec tous les acteurs que vous voyez. Donc, on fait du clé en main, notamment pour les collectivités et les entreprises, avec des ateliers en fonction du besoin des entreprises. Donc, alors, on est aussi partenaire d'Hachette Technique. On a sorti, regardez, il est arrivé juste aujourd'hui. C'est un livret scolaire, algorithme et programmation. Il est arrivé aujourd'hui, donc je vous le montre. Et on a écrit des bouquins avec Erol, dont un à paraître, qui est juste là à votre droite. L'intelligence artificielle, tu connais. J'ai eu la chance d'être préfacé par le docteur Julia, qui a pu me relire. J'ai beaucoup travaillé sur ce livre, pardon, et donc il sort dans 2 semaines, et l'idée c'est vraiment de vulgariser. Donc là, je vais essayer un petit peu de vous donner l'extrait, la synthèse de ce bouquin-là. Dans ce bouquin, il y a des cas pratiques à la fois en programmation par code, par bloc, et en Python pour à partir de l'âge où l'on sait faire du Python. Alors c'est parti. Quelques projets pour balayer Evolukid. On a notamment fait le Maïf Numérique Tour avec la Maïf, qui était un dispositif national itinérant depuis 2007. Ça s'est arrêté avec le Covid, malheureusement. Et en tant que start-up qui est dans l'événementiel, évidemment, on est touché, mais on a su aussi se régénérer, hein, parce que start-up, on doit être très dynamique là-dessus. Et puis, vous allez voir, c'est en proposant des produits en ligne et des parcours qu'on a pu basculer. Et en fait, ça a été un peu la continuité, parce que tout ce qu'on produit pour le présentiel, eh bien, ça passe en ligne. Il faut savoir pivoter, en fait. Donc, le Maïf Numérique Tour. Donc là, on voit des enfants, mais en fait, ici, on voit de gauche à droite, à gauche et strictement à droite, on voit aussi des enfants. Là, on a des digital family, donc on est capable de gérer des événements dans des entreprises comme L'Oréal où on va avoir plus de 1000 participants. Donc on peut, toutes les tables et puis les animations que vous voyez avec les animateurs, c'est Evolukid qui propose ça de manière clé en main. Et au centre, on a des formations, ça et là, dans des TPE, des PME et puis même des grands groupes où on va faire des ateliers, et je vais vous montrer plein de types d'ateliers, que ce soit sur des problématiques RSE, ça peut être l'intégration des femmes dans la tech, le gender gap, des problématiques RSE, etc. On va faire des ateliers avec les collaborateurs sur les nouvelles technologies en général. Donc là, d'ailleurs, on est à la Société Générale où on travaille sur des problématiques RSE, où on a formé des collaborateurs à imprimer des mains pour qu'elles puissent, elles, après continuer à répondre à des demandes sur des demandes, vous savez, des problématiques d'agénésie chez des enfants. Donc, on travaille avec une société, une association et Evolukid, et du coup, on intervient sur des problématiques RSE. Donc voilà, ça c'est aussi, pendant le Covid, l'année dernière, on a été très actifs sur du déploiement pour imprimer des visières. Et ça, en fait, c'est rattaché à notre agilité, à notre réactivité, à pouvoir répondre comme ça à un besoin en clé en main, notamment avec du matériel. Donc voilà, on est aussi à l'international. Je vais rester sur mon chrono. Donc à l'international, où on a aussi la capacité, donc vraiment cette question d'agilité chez Evolukid, elle est très importante. Répondre à une demande, donc tout ça c'est pas d'actualité avec le Covid, mais juste avant le Covid, répondre à une demande de former des profs pour qu'ils puissent former des élèves. Et là, on parle de former
une trentaine de profs pour organiser des événements qui vont toucher des centaines d'élèves et qui correspondent à un événement national en Guinée notamment, et visité notamment par Alpha Condé, Monsieur le Président. Donc voilà ce qu'on fait. L'idée, c'était de vous donner un petit panel. On va rentrer dans le sujet dans quelques slides, bientôt. Les collectivités, évidemment. Et là, on est dans le numérique, on est dans les problématiques d'accompagnement des familles. Vous savez, avec le Covid, il faut équiper, parce qu'avec le Covid, on voit à quel point la fracture numérique, elle marginalise les personnes qui ne sont pas équipées avec du matériel. Et donc, notre rôle à nous, dans la continuité, c'est d'accompagner les collectivités, les villes, à déployer du matériel et à former aux usages les familles et les intervenants sur ce matériel-là. Voilà. Donc, voilà Evoluliquid en présentiel. Et donc, on a basculé en ligne. Donc, Netflix, entre guillemets, EdTech, l'idée, c'est de proposer des parcours. Ça ressemble à ça. Donc, on va avoir des parcours où on va voir beaucoup de vidéos et de quiz. Et sans transition, du coup, j'arrive à un parcours, voilà, IA, qu'on a appelé le parcours Qu'est-ce qu'il y a, qui, ici, est fait avec un template. Je vous en reparle à la fin. Je termine en fait par ça. Et en fait, ce parcours-là, l'idée, c'est d'être à la fois dans un format hybride, en téléprésentiel, mais en même temps suivi et continu. Pour pas simplement être dans un format où voilà, on fait un atelier sur le collaborateur, sur l'IA, on vient, on parle, on montre des slides, et puis après on repart. Ça marche pas. Déjà, il faut comprendre quel est le besoin de l'entreprise. Je vais un petit peu vous situer les enjeux en général. Et après, il faut pouvoir suivre aussi les collaborateurs en fonction, dans une dynamique de projet. Alors, voilà, amener l'IA dans l'entreprise, en fait, c'est pour différents besoins. Ça peut être pour de l'acculturation, ça peut être pour rassurer les fonctions support, le personnel non technique, le grand public. Il faut analyser ça. Les entreprises, c'est pas toutes les mêmes, elles n'ont pas les mêmes enjeux. Il y a des entreprises pour lesquelles l'IA peut être un sujet délicat, qui n'est pas du tout rassurant, l'arrivée de l'IA, parce que ça fait penser à l'automatisation, ça fait penser à un remplacement des métiers, etc. Ça peut être un sujet qui peut être rassurant, au contraire, parce qu'on va faciliter des process, parce qu'on va créer des assistants virtuels et puis améliorer la performance et l'analyse des données ou automatiser les tâches rébarbatives, par exemple. Donc, il faut comprendre ça pour savoir comment amener le sujet, savoir si on parle d'acculturation, si on est là pour rassurer, si on est là pour former aussi, former les personnels techniques, les ingénieurs. Dans une entreprise où il n'y a pas d'IA, où on veut embaucher des data scientists, des data analystes, des data architectes, on veut passer de bases de données complètement relationnelles à des systèmes qui vont impliquer du big data. Et donc, il faut soit faire monter en compétence des personnes, ou soit savoir embaucher des personnes. Donc, on peut être amené à former des personnes de l'ARH, former des ingénieurs qui n'ont pas le profil data scientist, les faire monter en compétences par la dynamique du projet. Et puis, comme je vous l'ai montré pour les mains imprimées ou pour les QPV, on peut aussi mettre à contribution des entreprises qui vont jouer leur rôle local au niveau du RSE pour une mission sociétale, que ce soit les QPV, les quartiers prioritaires de la ville, l'inclusion des femmes dans la tech, l'inclusion sociale dans la tech, etc., etc. Donc, amener l'IA dans l'entreprise, c'est d'abord avoir une analyse fine de la problématique. Voilà. Donc, ensuite, comprendre l'IA en 30 minutes. C'est parti, on y va, ouvrez vos oreilles, on y va parce qu'il va y avoir pas mal d'infos, mais en même temps, vous allez voir, c'est vulgarisé. Vous devriez tout comprendre. En tout cas, les ados à qui je fais les conférences comprennent. Je rigole. Donc, alors, c'est parti. Comprendre l'IA en 30 minutes. Comprendre l'IA en 30 minutes, on parle de quoi, en fait? On parle de l'IA, l'intelligence artificielle. Mais il ne faut pas oublier que ce sujet-là, il n'est pas forcément comme ça. Vous savez, on n'est pas tous à l'aise avec ce sujet. On ne sait pas ce qu'il y a. Déjà, c'est un mot où c'est une expression, il y a deux mots. Il y a intelligence et artificielle. Bon, déjà, intelligence,
les êtres humains, nous, on essaie de qualifier notre intelligence, c'est pas évident. L'intelligence humaine, il y a encore des chercheurs qui cherchent à la définir. Donc, du coup, l'intelligence artificielle, avant de la définir, on va se reposer sur quelque chose que vous connaissez tous, c'est la programmation informatique traditionnelle qu'on connaît depuis les années au moins 80, voire même avant. C'est en fait avoir une idée, développer un algorithme pour répondre à une fonctionnalité. On va poser les choses de manière très simple. L'intelligence, la programmation informatique, on imagine bien ce qu'est un informaticien. Il code, le code, ça ressemble à ce qui a marqué au milieu. Vous voyez, il y a marqué tri par insertion, void, etc. Donc c'est du chinois c'est du chinois ou de l'indien ou de l'arabe si on ne connaît pas la syntaxe. Donc on est là, on regarde. OK. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, si on ne connaît pas, eh bien, on ne peut pas coder. Mais l'idée, c'est de vous dire que la programmation, c'est partir d'une idée, développer cette idée avec du code, avec un langage informatique, mais dans le but de résoudre une fonctionnalité, d'implémenter une fonctionnalité. Par exemple, là, à droite, vous avez un smartphone. Quand vous êtes sur votre mur Facebook ou Instagram, ou lorsque vous êtes sur votre liste de contacts, vous avez remarqué que c'était trié par ordre alphabétique. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fait un algorithme pour le trier par ordre alphabétique. Donc, on va modéliser un petit peu cette démarche. C'est que, en fait, eh bien, trier, c'est résoudre un algorithme. Voilà. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai un algorithme qui trie. Donc, ce qui a marqué au milieu, c'est pour faire ça. Donc, l'algorithme, si on voit la définition d'un algorithme sur Wikipédia, c'est une suite d'instructions qui a pour but de résoudre un cas précis, déterminé, de manière non équivoque. Donc, c'est-à-dire que l'algorithme ne saura faire que ça. Si je veux trier par ordre décroissant, je ne pourrais pas, si vous voulez, je le faire avec ce même algorithme. Il faudrait que j'en trouve un autre. Et d'ailleurs, parenthèse, et c'est pour ça que faut pas voir que l'intelligence artificielle. Vous voyez, il y a l'intelligence artificielle, mais il y a les nouvelles technologies en général. Et l'ère numérique qu'on vit, elle apporte énormément d'alternatives, de possibilités et d'ouverture aux enfants sur le plan pédagogique. Et notamment le code. C'est une parenthèse, effectivement, avoir une idée, ce n'est pas que à la portée des adultes. On n'a pas besoin d'être ingénieur et développeur pour coder. C'est pas vrai. Un enfant, il est totalement capable de concevoir des stratégies. Vous observez votre enfant de 4 ans qui est en train de faire des caplas, il est en train d'édifier une stratégie pour que ça tienne bien. Lorsque vous voyez un enfant qui est en train de résoudre une espèce de problématique, on est en train de déployer un algorithme. D'ailleurs, le b.a.-ba de la pédagogie, lorsqu'on parle d'algorithmique, c'est de dire que lorsqu'on fait la vaisselle, lorsque on fait la cuisine, on est en train aussi de dérouler un algorithme. D'accord? Si vous ne le savez pas, en fait, évidemment, lorsqu'on fait la vaisselle, on respecte des étapes les unes après les autres, et c'est en respectant ces étapes-là qu'on arrive à notre objectif, c'est que la vaisselle soit propre, et entre-temps, on ne commence pas à frotter si on n'a pas mis d'eau. Donc, vous voyez bien qu'il y a des étapes qui vont les unes après les autres. Et donc, ça, c'est la définition d'un algorithme. C'est un ensemble d'instructions qui arrivent les unes après les autres de manière séquentielle. Par contre, ça c'est important, pour résoudre un objectif précis. Et donc, du coup, comme un enfant peut aussi avoir modélisé des problèmes, eh bien, il faut aussi lui donner des outils pour qu'il puisse le faire. Donc, du coup, on va résumer le paradigme, si vous voulez, le paradigme, la manière, le paradigme n'est peut-être pas le mot approprié. On va résumer, on va modéliser la démarche de l'informatique traditionnelle. C'est quoi? Eh bien, c'est j'ai un problème, je crée des règles et j'arrive à un résultat. Voilà. Vous voyez? Donc, là, données, règles et résultats. Alors donc, du coup, maintenant que j'ai introduit ça, je vais pouvoir parler de l'intelligence artificielle parce que justement, il y a bien de l'informatique dedans, il y a bien du code, il y a bien effectivement des gens qui vont à un moment donné sur leur clavier écrire des algorithmes, mais c'est pas fait de la même manière. Donc, du coup, c'est fait comment? Comment c'est fait? Eh bien, c'est fait
de cette manière-là, à droite. C'est qu'en fait, là, je suis dans un cas spécifique de l'intelligence artificielle, on appelle ça le machine learning supervisé. Là, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il y a à droite. C'est que le but, c'est que vous voyez les données du problème que vous avez à gauche dans le cas de l'informatique traditionnelle, on les a aussi à gauche, sauf que les résultats qu'on vise, en fait, on va s'appuyer sur des résultats pour non pas créer des résultats, mais créer des règles. Ce qui nous intéresse, c'est de créer des règles. Donc, à gauche, ce qui nous intéressait, c'était de créer, en fait, de résoudre des problèmes et donc de viser notre résultat en trouvant la bonne règle. Et à droite, avec l'intelligence artificielle, on va se servir des résultats pour pouvoir, en fait, générer des règles qui vont être capables de généraliser et de pouvoir, en fait, avec cette généralisation, arriver à ben là, on retombe, hein, et c'est là où que le mot artificiel va nous servir, à pouvoir mimer nos fonctions cognitives. Reconnaître une image, par exemple, ça ne peut pas se faire avec un seul algorithme, comme un algorithme qui va trier dans l'ordre croissant. On a besoin non pas d'un seul algorithme qui va reconnaître telle image, mais on a besoin d'un ensemble de règles capables de reconnaître un type d'image ou une catégorie d'image. Et c'est avec le formalisme que vous voyez à droite qu'on va être capable de le faire. Mais ça ne serait pas complet sans un exemple. Alors, vous voyez, on entend souvent dire les êtres humains, en fait, pour reconnaître en fait un animal, ils ont besoin de combien d'images. Moi, ma petite fille, lorsqu'elle voit un chat, si je lui dis que c'est un chat, la prochaine fois qu'elle voit un chat, elle va me dire papa, c'est un chat. Si le chat, il est en train de sauter, il est en train de courir, il est en train de filer, si c'est la nuit, eh bien, elle reconnaîtra toujours un chat. Donc, en fait, il lui faut 2 images. Eh bien là, c'est pareil, en fait. Vous voyez, ma fille, je lui montre un chat, elle voit un chat et je lui dis que c'est un chat. Donc, je lui donne le résultat. Là, c'est pareil. Vous imaginez cet enfant, il voit un guépard, on lui donne, du coup, la solution, on lui dit ce que c'est comme information. Et donc, du coup, c'est notre intelligence d'être humain qui va nous permettre de générer cette règle. Ah, ok, d'accord. Donc, un guépard, c'est un animal, c'est jaune, il y a des taches avec des oreilles. Ah, par contre, un tigre, c'est pas pareil, hein, c'est des rayures. Alors, un cheval, ça n'a rien à voir avec un guépard. Une voiture, ça a 4 roues, donc c'est pas un guépard. Tout ça, on le fait pendant notre apprentissage. C'est ça qui est magnifique. On est des machines incroyables, en fait. Et donc, du coup, un enfant, il a besoin de quoi? Vous voyez 1, 2, 3 images pour reconnaître un guépard. Et vous voyez le guépard à droite? Eh bien, l'enfant va aussi le reconnaître. Alors, si on ne prend pas un enfant, mais une intelligence artificielle, eh bien, pour générer des règles, eh bien, l'intelligence artificielle, elle n'a pas cette capacité à généraliser. Évidemment, Luc Julia disait l'intelligence artificielle n'existe pas. Eh bien, en fait, quand on creuse, alors est-ce que c'est vrai ou faux, c'est une position, mais c'est très intéressant ce qu'il dit. C'est que du coup, en fait, quand on creuse, évidemment que l'intelligence artificielle qu'on code n'a pas cette capacité à prendre du recul et analyser les choses comme on le fait. C'est que du code qui va analyser les images. Et d'ailleurs, j'y viens juste après. Donc, du coup, l'intelligence artificielle, eh bien, l'inconvénient, c'est qu'elle va avoir besoin de beaucoup d'images. Et d'ailleurs, bon, là, j'ai copié-collé toutes mes images de guépards. Bon, là, j'étais un petit peu feignant, hein, c'est qu'il fallait que je trouve plein d'images de guépards différents. En vérité, c'est ça la vérité. C'est que l'intelligence artificielle, on va implémenter le recul avec la diversité des images. Vous voyez le recul qu'on a en tant qu'être humain, cette capacité à généraliser, on l'apporte en diversifiant les données. Voilà, évidemment. Donc là, en fait, quand je copie-colle mes guépards, eh bien, je triche, évidemment. Alors, et c'est pas ce qui se passe. On donne des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'images de chats pour reconnaître un chat. Alors, on continue, vous voyez, on y voit bien. Donc, du coup, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est finalement? C'est un modèle qui va générer des règles pour faire quoi?
pour deviner, reconnaître un chat, comment on va pouvoir le formuler mathématiquement? En fait, en mathématiques, on a un domaine qui est très intéressant, enfin un domaine qui est très particulier, c'est les statistiques et la capacité à prédire avec un certain taux de probabilité un résultat. Les probabilités, les statistiques, d'accord? Par exemple, si vous voulez, en gros, imaginez que j'aille dans une forêt. En gros, imaginez, pour vous donner une petite parenthèse sur les mathématiques et les statistiques et le rôle que ça a dans l'intelligence artificielle, je vais dans une forêt, je mesure le diamètre des troncs d'arbres et la hauteur. Et puis, je fais un graphe et je me dis, bah tiens, les troncs d'arbres qui ont un diamètre de temps, ils ont une hauteur de temps, etc. Après, je vais dans une autre forêt et du coup, j'ai plus mon échelle pour mesurer la hauteur des arbres. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mesurer simplement le diamètre des troncs. Et grâce au modèle que j'ai créé, je vais me dire, bah tiens, s'il a ce diamètre-là, avec une certaine probabilité, il devrait avoir cette hauteur-là, parce que j'ai fait un modèle. C'est ça, en fait, les mathématiques dans l'IA. C'est pouvoir se servir de modèles statistiques pour créer des prédictions avec une certaine probabilité. D'accord? Vous me suivez? Un petit yes sur le chat. Allez, un petit yes sur le chat pour voir comment ça se passe. Et donc, l'idée des probas, c'est ça. C'est de pouvoir, en fait... merci pour vos interventions. Merci Laurent, merci Youssef, merci Franck, merci Céline. Super, vous me suivez? Ok. Donc, on continue. Allez, c'est dynamique. On n'a qu'une heure. On met le paquet. Donc, du coup... la conclusion de mes slides, là, j'en suis un petit peu à peu près au tiers. La conclusion de ça, depuis tout à l'heure, je suis en train de cliquer sur l'écran que je vois, mais en fait, c'est le rendu de mon partage d'écran. Donc, je vais aller sur mon deuxième écran. Donc, du coup, regardez, la conclusion de ça, c'est de dire que finalement, une fois qu'on a créé le modèle, eh bien, il faut pouvoir générer la réponse avec un certain niveau, une certaine probabilité. C'est ce qu'on voit en rouge. Cheetah, ça veut dire guépard. Donc, l'algorithme, je ne peux pas dire l'algorithme, je vais dire le modèle, parce que sinon, c'est une erreur. Le modèle qui veut prédire la cheetah, il va le faire avec un certain niveau de probabilité. Le modèle qui va prédire le TGV Bullet Train, il va le faire avec un niveau de probabilité. Et il va reconnaître que c'est un TGV. C'est pas un passenger car. Le cheetah, c'est pas un léopard. Parce qu'il a été entraîné à voir des cheetahs et il va pas se planter. Par contre, à droite, qu'est-ce que c'est? Vous, en tant qu'être humain, est-ce que vous arrivez à le reconnaître? Moi, je sais même pas si c'est des ciseaux. Frying pan, c'est une téléphone, s'il vous plaît. Frying pan, c'est une poêle. Stéthoscope, pareil. Et hand glass, j'ai oublié. Et donc, du coup, je sais même pas ce que c'est. Est-ce que nous, et là, je pose un petit peu les bases, un petit peu, je suis pas juriste, hein, mais les bases juridiques de l'IA, c'est si nous, en tant qu'être humain, on peut se planter. Est-ce que l'IA a le droit de se planter? Bon, bref. Alors, on continue. Donc, du coup, là, l'IA, vous voyez, au niveau des prédictions, là, il y a du 50-50. Hein. Là, qui veut gagner des millions, là, on n'est pas trop sûr de gagner le million. Là. Donc, du coup, on va résumer pour comparer. À gauche, on a l'informatique traditionnelle. À droite, on a donc l'intelligence artificielle. Et on va poser des mots forts de l'IA pour que vous puissiez vous rattacher à des concepts. C'est très important. Donc, du coup, je supprime la partie de gauche. Donc, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup, beaucoup de données. Vous avez vu les centaines et les milliers d'images dont j'ai besoin pour reconnaître un guépard. C'est construire un modèle, d'accord? C'est entraîner ce modèle parce que il faut que j'injecte les données, il faut qu'il s'entraîne avant de reconnaître. L'être humain, bon, ma petite fille de 4 ans, elle a besoin de 2 images, comme tous les êtres humains, mais du coup, l'entraînement, il est instantané, en fait. Et c'est faire de la prédiction. Est-ce que tout le monde est OK avec ces 4 mots? Un petit yes. Je vous resynchronise. Je vais le faire juste 2-3 fois. Je l'ai déjà fait 2 fois. Vous faites un petit yes sur le chat et on est bon. Et on continue. Ça va, je vais pas trop vite. OK, merci. Maudeline, super. VH, merci Karine. Merci Mohamed. Merci Up Francia. Merci Up Francia. Je lis en instantané. OK, donc c'est parti. Du coup, je continue.
Je vous avais dit format dynamique, et 11h32, il faut tenir le planning. Donc, du coup, maintenant qu'on a ouvert le sujet de l'IA, revenons-en à une petite vue panoramique. Là, on peut parler de mots complexes que vous entendez dans les médias, que vous entendez autour de vous, en réunion, etc. L'intelligence artificielle, c'est pas que la reconnaissance d'image. J'ai pris un exemple pédagogique. En gros, dans intelligence, il y a intelligence et artificielle. Donc, la partie artificielle, c'est ce que j'ai montré. La partie intelligence, le but, c'est un petit peu de mimer les fonctions cognitives de l'être humain. Nous, on parle, on entend, nos oreilles, en fait, quand on analyse, nos yeux, ce sont des capteurs, ils captent la lumière. Derrière, il y a le nerf optique. Le nerf optique, ça nous renvoie dans le cerveau. Le cerveau, il fait le travail pour donner sens à l'image. C'est ça notre intelligence. D'accord? Pareil, dans l'oreille interne, on va voir tout le dispositif de l'oreille interne qui va recevoir les ondes et qui va le traduire. Et puis, c'est incroyable. À chaque fois que j'y pense, c'est incroyable, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Et donc, du coup, en fait, eh bien, l'intelligence artificielle, elle nous concurrence, elle veut nous concurrencer. Et encore, j'aime pas ce mot concurrence parce que ça m'amène vers un autre débat qui est l'intelligence artificielle forte, le point de singularité et tout ça. Je vous laisserai écouter les intellectuels français comme alors, je ne sais pas si ce sont des bons exemples, comme certains qui sont pessimistes ou optimistes là-dessus, mais c'est intéressant de regarder de près ce qui se passe là-dessus, ou même encore, vous savez, par exemple, Elon Musk a l'ambition d'équiper nos cerveaux pour tout de suite concurrencer de l'intelligence artificielle qui serait menaçante dans un certain nombre de décennies. Alors, donc du coup, on continue. Pourquoi l'IA est un sujet d'actualité. On va encore, niveau acculturation, élargir pour essayer de situer. En fait, pourquoi l'IA est un sujet d'actualité maintenant? Quand je dis maintenant, c'est pas l'année dernière et cette année, c'est environ depuis, 10 ans. Moi, quand j'ai terminé mon école d'ingé en 2004-2005, j'en entendais pas trop parler. J'entendais parler de réseaux de neurones. Le sujet n'était pas franchement arrivé. Il a eu beaucoup d'essor avec les réseaux sociaux. On va expliquer pourquoi. Mais justement, on va donner deux raisons. Alors la première, c'est pas dans ce slide-là. J'ai sauté un slide. C'est dans ce slide-là les deux raisons. Mais du coup, je fais une petite marche arrière. En fait, la première, c'est ça. Premier point, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas un sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet des années 50. Et pour moi aussi, le mathématicien Alan Turing qui a conçu le test de Turing, qui a proposé le test de Turing pour un petit peu modéliser ce qu'était une intelligence autre que humaine, pose un petit peu les bases pour moi de l'intelligence artificielle et puis même de l'informatique. D'ailleurs, on le cite un peu comme le père de l'informatique. Et donc, du coup, l'intelligence artificielle, elle commence à la convention de Dartmouth en 56, au moment où, ici, là, il faut regarder à gauche, au moment où, ici, des scientifiques se sont réunis pour, en fait, avec l'ambition de travailler en 2 mois l'été et puis créer une intelligence artificielle pour le mois de septembre. Bon, ça ne s'est pas passé comme ils voulaient, d'accord? Bon, finalement, ça a pris beaucoup plus de mois, voire même d'années, et ils se sont rendus compte que, du coup, ils avaient trop d'espérance et trop d'ambition. Et d'ailleurs, c'est ça qui a amené à l'hiver, ce qu'on appelle l'hiver de l'intelligence artificielle. On le voit ici dans les années après 65, parce que en 10 ans, on a eu trop d'ambition et ça s'est vraiment, la motivation s'est épuisée. Après, il y a eu un engouement dans les années 80, dans les années 80 qui a amené à un second hiver juste après. Je passe vite sur la frise. Et après, il y a eu en fait des événements comme notamment celui qui est connu, c'est Deep Blue qui bat Garry Kasparov. Et d'ailleurs, en fait, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, c'est simplement de la capacité de stockage de données. Dans les échecs, il y a un certain nombre de combinaisons. Et puis l'être humain, il est limité pour connaître un certain nombre de combinaisons. Et puis bon, cet épisode où Deep Blue bat Garry Kasparov, même si c'est un événement en soi qui attire l'attention, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle. Donc après, il y a l'essor des réseaux de neurones. Et en fait, comme on vient de le dire tout à l'heure, rappelez-vous tout à l'heure avec les guépards et les millions de données, et rappelez-vous aussi avec le modèle, la génération d'un modèle, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire maintenant, eh bien, ça demande de la puissance de calcul.
Le truc, c'est qu'en fait, dans les années 50, 60, 70, regardez ici à gauche, là, vous voyez à gauche, c'est quoi? C'est l'histoire du développement des disques durs. Donc en 56 et en 80, on était sur des capacités de stockage de 5 mégas et de 10 mégas, c'est-à-dire une musique MP3. Et en 2017, là, vous voyez qu'on a 256 gigas sur quelque chose qui tient dans le creux de la main. Donc, on a une miniaturisation de la capacité de données et puis une croissance exponentielle de la capacité à stocker des données. Donc, du coup, le fait de pouvoir stocker des données, ça veut dire que je pourrais mettre des millions d'images de guépards pour pouvoir entraîner mon intelligence artificielle. Mais est-ce que mon intelligence artificielle va être assez puissante? Ben, la réponse est non dans les années 50 et 70. Là, la courbe que je vous montre, c'est la courbe qui est très connue, c'est la courbe de la loi de la puissance des ordinateurs qui double tous les 18 mois. D'accord? Donc, cette loi-là, elle dit que tous les 18 mois, la puissance d'un ordinateur double, la loi de Moore. Et donc, du coup, ici, on voit que dans les années 70-80, vous voyez que là, on n'avait pas suffisamment de puissance. Donc, la réponse à la question pourquoi l'intelligence artificielle est un sujet d'actualité, c'est tout simplement parce que, et c'est la raison pour laquelle il y a eu des hivers de l'intelligence artificielle, parce qu'il n'y avait pas les moyens techniques, technologiques pour pouvoir supporter l'intelligence artificielle. Mais ce qui m'amène à la problématique des hivers, c'est que là, en ce moment, on peut être très ambitieux sur l'intelligence artificielle et se retrouver avec des espérances qui ne sont pas réalisables et se retrouver avec un pchit et donc un hiver de l'intelligence artificielle, c'est tout à fait plausible en fonction de ce qu'on attend de l'intelligence artificielle. Alors, on va parler rapidement de deep learning. Justement, on va prendre un cas qui est intéressant, c'est la reconnaissance d'image. Je check le chrono, il est 39. On est dans les temps. Donc voilà. Alors, le deep learning, c'est quoi? C'est pouvoir prendre une image d'entrée et pouvoir lui donner un label. Donc, c'est-à-dire que une image d'entrée, c'est le guépard. Une image d'entrée, c'est l'image du guépard. Le label, c'est dire que c'est un guépard. D'accord? Donc, du coup, on va utiliser des réseaux de neurones. C'est à ce moment-là où, sur mon format de 2 heures, je n'ai pas montré vraiment comment fonctionnait un réseau de neurones. Là, ce qui va m'intéresser, c'est de montrer qu'est-ce qu'une image, parce que la donnée, elle est essentielle. D'accord? Nous, quand on voit une image, on ne voit pas les pixels de l'image. On voit ce que représente l'image. Pour une intelligence artificielle, eh bien, c'est le contraire. Elle ne va pas regarder l'image par rapport à ce qu'elle représente, elle va regarder l'image en tant que donnée qui la constitue. Et ça, c'est important. Après, derrière, ça va dans un réseau de neurones, etc. Le CNN, c'est Convolutional Neuronal Network. D'accord? Donc, réseau de neurones à convolution. Donc, du coup, image d'entrée, catégorie de l'image, comment ça fonctionne? Donc, du coup, ici, on a la possibilité avec un réseau de neurones, petite parenthèse, la possibilité avec un réseau de neurones de reconnaître les images, mais on peut aller plus loin aussi. On peut même reconnaître les expressions des images. Et là, c'est là où je vais vous faire une petite démo dans quelques instants. Donc ici, qu'est-ce qu'une image? Alors une image, c'est composé de pixels. Vous voyez là, j'ai pris l'image à gauche, je l'ai ici représentée par des cases, et j'ai mis des 1 et des 0 pour montrer qu'en fait, on a des pixels. Et ces pixels, on peut même les rattacher à une information binaire représentée par une suite d'octets pour représenter véritablement notre image. D'accord? Et en couleur, en fait, on aura 3 couches RVB, rouge, vert, bleu, et on aura plus d'octets, et puis à la fin, on aura une autre image en couleur. Donc, c'est une suite d'octets. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va faire en fait sur la partie des réseaux de neurones? C'est que en fait, l'idée, c'est que pour pouvoir analyser une image en tant que donnée, il va falloir la parcourir. Comme je viens de vous le dire, en tant qu'être humain, on arrive à comprendre ce que représente une image. Mais du coup, l'intelligence artificielle, lorsqu'on va lui soumettre une image, elle ne va pas être en capacité comme ça de voir ce qu'elle représente, elle va analyser la donnée qui la constitue. La donnée qui la constitue, c'est tous ces 0 et ces 1, mais du coup, ça, c'est pas suffisant. Il va falloir en fait qu'elle a parcours avec des genres de filtres pour aller déceler ce qu'on appelle en anglais des features, c'est-à-dire des fonctionnalités, des choses apparentes,
des choses apparentes. C'est-à-dire que, vous savez, quand on prend une photo en plein air, une photo en intérieur, une photo à l'extérieur, une photo colorée, lorsqu'on prend une photo de visage, lorsqu'on prend une photo de bâtiment, etc., eh bien, on a des caractéristiques de l'image que l'on peut arriver à identifier avec ce qu'on appelle des filtres. Donc, ce que vous voyez en fait en rouge, c'est un filtre qu'on va passer sur une image. Donc là, on a l'image en bleu, on a la fenêtre de filtre. Là, ici, on a le serpentin, on va parcourir le filtre. Et à partir de là, on va sortir en fait tout un ensemble de fonctionnalités, de features. Et ça, en fait, on va le faire mathématiquement avec ce qu'on appelle des fonctions de convolution. Eh bien, c'est la raison pour laquelle on appelle ça les réseaux de neurones à convolution. Voilà, il n'y a pas besoin de comprendre ce que c'est une convolution. C'est une fonction mathématique qui confronte deux fonctions et là, ça équivaut en fait à avoir, si vous voulez, l'image de base et le filtre qui sont en fait les deux fonctions qu'on va convoluer ensemble. Donc voilà, une petite illustration avec des outils qui sont faciles à prendre en main. Donc voilà, vous voyez, ici on a un chiffre 4 qui a été dessiné. Ce chiffre-là, on va en fait ici le passer dans les fonctions de convolution, dans les couches de convolution, et on va évoluer et on va ressortir des caractéristiques du 4. Vous voyez, c'est passionnant. Et à la fin, on a une ligne. Et cette ligne-là, c'est ça qu'on va injecter en entrée d'un réseau de neurones. Alors, pour passer d'une image 2D à une image 1D, en fait à une ligne, on appelle ça en français un aplatissement. Un aplatissement en anglais, ça s'appelle un flat. To flat, c'est aplatir. Et donc, du coup, après la convolution, on va faire un certain nombre d'étapes, mais à la fin, on a besoin de ce qu'on appelle en mathématiques un vecteur. Un vecteur, c'est une rangée de nombres en colonne. Et donc, du coup, là, on a une ligne ou une colonne en mathématiques, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, il ne faut pas que je dise ça à des matheux, évidemment. Une colonne, c'est la transposée d'une ligne. Et donc, du coup, ici, on va avoir un vecteur qu'on va pouvoir donner à manger à notre réseau de neurones à convolution. Donc, voilà. Alors, j'espère que ce passage-là, donc là, pour retenir, je vais résumer, c'est une image, c'est une donnée. Cette donnée, il faut la parcourir, il faut la préparer pour un réseau de neurones. Et à la fin, je vous reprends ça. Donc, du coup, on récapitule parce que c'est ça la pédagogie. On a notre image d'entrée, d'accord ? Cette image d'entrée, on la traite, comme je vous le montre. Ensuite, ça va nous donner, du coup, le guépard grâce à le réseau de neurones. Et là, regardez bien, en jaune, vous avez votre vecteur là. Vous voyez, eh bien, l'image, elle a été flattée, elle a été aplatie, elle a été caractérisée, aplatie grâce à la convolution. Et donc, du coup, bim, bam, boum, ce vecteur que vous voyez en haut là, c'est lui qui va être mangé véritablement par le réseau de neurones à convolution. Allez, j'aime bien les démos, j'aime bien la pratique. En attendant que je vous montre ici à quoi sert tout simplement la reconnaissance d'image. J'ai pris une vidéo de Tesla en mode pilote automatique et là, vous voyez en temps réel le traitement d'image. Donc, vous imaginez la puissance de calcul que ça demande. Vous imaginez la puissance de calcul que ça demande pour avoir… Vous voyez, la télé, c'est 24 images par seconde. La vidéo, en général, c'est ça, minimum pour la persistance rétinienne de l'œil. Donc là, quand vous voyez toutes ces images-là, vous imaginez bien qu'elles sont avalées, traitées, filtrées. Elles sont aplaties, injectées dans le réseau de neurones et derrière, le réseau de neurones les traite. Donc, vous imaginez la puissance de calcul. Donc, il faut aussi entraîner les voitures. Tesla, elle se balade partout pour s'entraîner. Et donc, voilà. Alors, OK pour la voiture. J'ai pris des screenshots. Donc là, on voit les carrés bleus. Donc, dans l'image, on incruste encore de l'intelligence. Enfin, je ne veux pas utiliser le terme intelligence, mais dans l'image, on incruste encore des fonctionnalités pour caractériser les objets. Et donc, voilà à quoi sert la reconnaissance d'image. Alors, du coup, en attendant, il est quelle heure ? 46, super. Donc, en attendant, j'ai envie d'attirer votre attention
Alors oui, mais ici c'est l'inférence avec un modèle entraîné, mais pas moins de besoin de puissance. Alors l'inférence c'est la généralisation statistique. Merci Laurent. L'inférence c'est la capacité statistique à pouvoir généraliser par exemple, lorsque vous appliquez le test du Ki2 sur une population et qu'il est favorable, vous pouvez dire bah voilà, le test du Ki2 est intéressant, donc on peut faire ce qu'on appelle une inférence. On peut dire que ce qu'on a fait dans une population, ce qu'on a fait dans un échantillon, on peut le généraliser à une population, effectivement. Donc, merci Laurent pour la remarque. Après, effectivement, on peut pondérer ce que dit Laurent aussi, mais la puissance de manière générale, je veux quand même que vous reteniez que la puissance, mon propos aussi, c'est de dire que l'intelligence artificielle, elle est d'actualité maintenant, parce que la puissance est disponible maintenant. Merci Franck pour ce petit compliment, belle présentation tonique. Eh ben on continue, c'est pas fini, je veux tenir le planning et je veux vous amener sur quelque chose de ludique. Alors donc du coup, voilà. Est-ce que ça vous perturbe ça? C'est des images que vous avez sûrement vues. Vous allez comprendre mon propos après. Donc du coup, ça vous perturbe ça? Alors là, normalement, je le fais en classe virtuelle. Les gens me répondent, j'allais dire les enfants, mais les adultes aussi, parce que je fais aussi ce genre de conférences en entreprise. Donc du coup, je vais répondre à votre place. Donc là, on est perturbé. On ne sait pas si le visage est de face ou de profil. Je les fais tous. D'accord? Ici, on est censé reconnaître une jeune fille et une vieille dame. Alors, je vous donne la réponse directement. Ici, regardez bien. Ici, alors ici, vous avez... Là, ici, le petit nez de la jeune fille, vous avez son menton et là, son oreille. Donc là, on a la jeune femme. Alors que ici, on a ici l'œil de la vieille dame. Tout ça, c'est son nez, ici, avec une verrue. Et là, on a sa bouche, la bouche et le collier pour la jeune fille. Alors, je continue. Ici, lapin ou canard, vous le connaissez, celui-là, c'est un classique. OK? Et je termine par celui-là, un peu perturbant. Alors, mon propos, c'est de dire quoi? Vous avez vu les voitures, elles reconnaissent en temps réel, quoi? Elles reconnaissent en temps réel des images. Mais sinon, en tant qu'être humain, on peut se tromper. Vous vous imaginez bien que, en fait, l'intelligence artificielle peut aussi se tromper. D'où il peut arriver des confusions, des accidents. Mais après, ça peut aussi être mal codé, ça peut être des questions qui ne sont pas forcément bien traitées dans les algorithmes. On parle aussi de notions de biais. Et là où j'en viens, c'est le biais que je vais vous illustrer. On est en mode web binaire, on n'est pas en mode classe virtuelle. Vos micros sont coupés, vous n'avez pas accès à votre webcam. Donc, je vais faire le biais pour vous. Vous allez voir, c'est marrant. Et donc, du coup, le biais, c'est très important. Je vous conseille, tapez franchement le carambolage du siècle, procès de l'IA. C'était en 2018. C'est super intéressant. C'est vraiment super intéressant. C'est trop bien fait et ça nous interroge sur en fait la responsabilité juridique des intelligences artificielles. Donc du coup, alors c'est parti pour ici Teachable Machine. J'ai pris un outil de Google. Donc je vais créer ici 2 classes hommes. Ici, voilà, homme. Ici, je vais créer une classe femme. Voilà. Alors, j'ai tapé sur Google, pour vous, j'ai tapé sur Google hommes et femmes. J'ai téléchargé des images. Donc, j'y vais, je vais le refaire. Donc, alors, j'en profite en même temps pour… là, vous voyez, je vais prendre les images dans mon livre. Là, il y a marqué Errol, l'IA par la pratique. C'est le livre dont je vous ai parlé. Donc là, ressources, le biais, entraînement, homme, et je prends mes 10 images d'hommes. D'accord ? Donc, je prends mes 10 images d'hommes. Hop là, je les prends, je les mets ici. OK, c'est bon pour homme. Donc, ensuite, je vais prendre pareil pour femme. OK, donc là, je reviens, entraînement, je suis dans l'entraînement. Je prends les 10 images de femmes. Et ce que je fais avec les gens, c'est que là, vous allez le voir après, je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est marrant. Donc, donc là, j'ai mes données, donc j'ai mes millions de guépards. Ensuite, je vais entraîner le modèle. OK, voilà. J'ai mes millions d'images de guépards, etc. J'ouvre une parenthèse, c'est que pendant que le modèle s'entraîne là, c'est qu'en fait les millions de je suis en fibre, ça va trop vite. Donc du coup, preview, export de modèle, j'ai pas envie d'exporter. Je peux pas mettre moi un webcam parce que je suis avec vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fichier, je vais prendre une image. Donc une fois que j'ai entraîné mon modèle, je vais aller dans prédiction et je vais mettre une photo d'homme. Voilà, OK. Et qu'est-ce qu'il va me dire? Il va me dire que c'est une femme. Le biais. Oui, le biais, pourquoi?
Bah, parce que j'ai mis que des femmes avec des cheveux longs. J'ai mis que des hommes avec des cheveux courts. Mais lui, ce gars-là, bah, l'acteur de Aquaman. J'ai dit Aquaman, mon fils, il a levé la tête. Donc, du coup, c'est l'acteur de Aquaman. Eh bien, elle a les cheveux longs. Eh bien, on le reconnaît comme une femme. C'est ça le biais, en fait. Je vais vous mettre une femme qui a les cheveux courts. Vous connaissez la réponse. Et à ce moment-là, je demande à chacun des participants de mettre sa tête devant la webcam comme ça. Je prends un screenshot et je continue à entraîner mon modèle. Et elle est reconnue comme un homme. Donc, ce que je fais, c'est que ici, donc c'est dommage, on n'a pas les webcams, c'est que je vais ici dans le biais. Donc, zut, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé le zip, j'aurais pas dû. Donc, je reclique là. Donc, ici, je vais dans le biais. Tiens, vous inquiétez pas, hein, on va pas paniquer parce qu'il y a un enfant qui vient à côté. Il dit bonjour et il fait un bisou et il part. Alors, non, je suis occupé. Alors, après, donc, du coup, tac, 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 donc homme. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets ici la tête des participants. Et qu'est-ce qui se passe? J'ajoute les photos des participants, on entraîne le modèle ensemble. Et ensuite, qu'est-ce qui se fait? Eh bien, en fait, on a les statistiques ici qui vont s'améliorer. Et on va réussir en alimentant notre base de données avec des images qui vont donner plus de contenu à la réalité finalement. On va réussir à donner une intelligence artificielle qui va être plus juste. Voilà. Donc ça, c'est la démo. On revient sur le tuto. Voilà. Donc voilà. Donc les enjeux de l'IA pour là, vous avez, je pense, une Aquawoman. Donc là, vous avez une image 360, évidemment, en 1 heure. Moi, mon défi, c'était de pouvoir rentrer dans les détails au max de la technique en 1 heure. J'espère que vous avez pu avoir une idée un petit peu 360, une vision 360. Et donc, il faut conclure un petit peu sur ces aspects-là avant de vous présenter la solution. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, lutter contre le biais et le phénomène de bulle aussi. Les phénomènes de bulle, c'est le fait d'être toujours en fait orienté vers un domaine de connaissance dans les réseaux sociaux. Les données détiennent le biais et l'apprentissage des IA en est imprégné. Peut-on avoir une IA neutre, d'accord? Ne pas négliger la formation à l'éthique des ingénieurs, des data scientists, c'est très important. Former des contrôleurs pour tester et observer les usages de l'IA. Ça, pour moi, c'est fondamental et c'est prioritaire à la technique. Ma vision, c'est que l'IA, on doit se concentrer sur ces points-là. Alors, j'en viens, donc voilà, qu'est-ce qu'on propose Evolukid? Tout ce que je vous ai montré, c'est vraiment une infime partie de ce qu'on fait. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une approche, en fait, classe inversée avec les collaborateurs. On leur propose une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir avoir des capsules vidéo comme je viens de le faire, avec des quiz et des exercices, et dans le but de faire des séances avec nous, en présentiel ou en téléprésentiel maintenant avec le Covid. Ça se fait très bien, sauf que les micros sont activés et on discute et on est en nombre restreint. Et ça se fait dans une optique de projet. Le but, c'est pas de faire un atelier, on montre des slides en entreprise dans une salle où les gens regardent leur smartphone et ils ont envie de partir. Ça marche pas. Donc, il faut vraiment faire quelque chose de dynamique et il faut engager, il faut impliquer le collaborateur dans un projet, même s'il n'est pas technique, même si c'est des gens de fonction support. Et le mieux, ça serait même de le faire avec des données de l'entreprise. Donc, du coup, VQE, ça veut dire vidéo quiz exercice. Je fais le VQE, j'arrive en séance. Je fais le VQE, j'arrive en séance. Je fais le VQE, j'arrive en séance. Donc, on va aborder des thèmes comme la voiture autonome, la reconnaissance d'image, la régulation intelligente de l'énergie, les assistants virtuels, les chatbots, tout ce que vous voulez. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir utiliser des données au plus proche de l'activité de l'entreprise parce que ça va augmenter le facteur d'implication du collaborateur. Voilà. Donc là, suivez en ligne un certain nombre de séances et je vous fais une petite démo de la plateforme. Ce sera le mot de la fin. On va donner la parole à Gaël dans quelques secondes. Je termine. Alors, attendez, je suis toujours dans ma contradiction. Donc, je vous donne ici un petit aperçu de la plateforme. Laissez-moi quelques secondes. Ah oui, et pour nous contacter, donc du coup, je vous mets ça en attendant. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez regarder un petit peu ce qu'on fait. En attendant, je vous montre notre plateforme. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, elle est là. Et voilà, donc qu'est-ce qu'il y a? Ça ressemble à ça. Donc, du coup, alors, ça,
Hop là. On est sur la fin. On va bientôt se dire au revoir. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a? C'est où? C'est ici. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a? Donc je vais zoomer un peu. Vous allez avoir en fait. Bon, j'ouvre une parenthèse. Hein, donc sur nos plateformes, regardez tous les parcours qu'on fait. Ça, c'est tous les parcours sur les nouvelles technologies. On peut apprendre les sciences en famille. On peut faire du développement web. On peut faire ici la fabrication de robots, de l'électronique, du développement personnel de l'enfant. Et là, on a déjà 3 parcours avec les collaborateurs. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est introduction, je pratique, je débute, je crée, je déploie, je teste et je présente. Et ça, ce sont toutes les étapes ici, à la maison et en séance. Je crée, à la maison, vous avez les 3 capsules, et en séance, à la maison et en séance. Ça s'adresse donc du coup à des DRH, responsables de la conduite du changement, responsables de l'innovation, pour inclure des collaborateurs dans une dynamique soit, comme je l'ai dit au début de la conférence, d'acculturation, une dynamique de formation, comme je l'ai présenté dans le slide. Il reste 3 minutes, je suis dans les temps. Merci à tous pour votre attention. J'étais très heureux de participer à ce webinaire et je redonne la parole à Gaëlle. Merci à vous. Merci Rabat. Je crois qu'on a eu vraiment une présentation avec des échantillons très variés de votre boîte à outils pour acculturer à l'IA, donc à la fois des perspectives historiques, des outils pratiques. L'acculturation à l'IA, quel que soit le niveau des collaborateurs, donc vraiment le b.a.-ba de l'IA et ensuite des parcours plus techniques, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour rendre l'IA possible dans les entreprises. Donc, merci pour cette présentation. Nous allons donc continuer ce cycle de webinaire Un jour une start-up. Et donc, après cette entrée en matière avec la formation et l'acculturation, nous aurons une logique projet avec Data Valoris, donc dans une semaine, le 15 avril, comment passer de l'idée au projet. D'autres présentations de start-up avec des aspects solutions technologiques dans un cas d'application métier suivront également. Donc, je vous invite à nous retrouver. Mais donc, en attendant, merci encore à Rabat pour cette présentation. Merci à tous de votre participation et n'oubliez pas de répondre en quelques secondes à notre sondage. On sera ravis d'avoir votre retour sur cette séquence. Super, merci beaucoup Gaëlle, merci à tout le monde et à très bientôt, plaisir d'échanger avec vous. Merci, au revoir à tous. Au revoir.